Le BLEV, acronyme anglo-saxon de Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, soit les explosions de vapeur d'un liquide porté à ébullition. Ce phénomène est à classer parmi les explosions de type physique. En effet, il s'agit de l'éclatement brutal d'un réservoir contenant un gaz liquéfié sous pression, que ce gaz soit inflammable ou non. Il faut concevoir que s'il peut rester sous la forme liquéfiée à l'intérieur du réservoir, c'est parce qu'il s'y trouve contraint par sa pression de vapeur saturante. À partir du moment où cette pression de vapeur saturante va augmenter sous l'effet, par exemple, d'un incendie, on aura comme conséquence une montée en pression telle que le réservoir n'est plus en mesure de contenir cette pression et va donc se rompre. Cet éclatement brutal va avoir pour conséquence la mise à l'air atmosphérique, donc à la pression atmosphérique, d'un liquide qui ne peut pas rester à l'état liquide puisqu'il se trouve largement au-dessus de sa température d'ébullition. Il va donc se produire un phénomène de vaporisation instantanée, extrêmement brutal, qui, si le produit est inflammable, et seulement dans cette hypothèse, provoquera donc la production d'une boule de feu. On va passer à la diapositive numéro 2. Sur cette seconde diapositive, on voit en première intention une courbe de pression de vapeur saturante, donc qui délimite les fractions liquides et gazeuses des produits. Et on constate qu'à partir du point critique, la tangente au point critique, qui constitue la droite limite de surchauffe, a une importance extrêmement importante sur le phénomène de BLEV. En effet, lorsque la rupture de l'enveloppe du réservoir va se produire dans des conditions de température et de pression telles qu'au moment de cette rupture, la mise à la pression atmosphérique, qui donc entraîne une chute de la pression de la PVS vers la pression atmosphérique, et bien lorsque ce phénomène se produit et coupe la droite limite de surchauffe, on est en face de ce que l'on qualifie de BLEV chaud. Certains auteurs évoquent le phénomène de BLEV froid en considérant qu'il est le siège particulier d'une explosion lorsque on a une rupture du réservoir qui se produit sans couper donc la droite limite de surchauffe. Et à ce moment-là, on peut comparer, je dirais, ce phénomène à un récipient extrêmement épais qui serait en train de chauffer, pour lequel certaines molécules seraient particulièrement chaudes, mais du fait d'une non-homogénéisation du liquide, on n'a pas une température homogène sur l'ensemble du volume de la phase liquide. Voilà. On va passer à la diapositive 3 pour comparer en fait le phénomène de BLEV chaud par rapport au phénomène de BLEV froid. On voit que le phénomène de BLEV chaud occupe un volume au niveau de l'expansion des vapeurs beaucoup plus important que dans le cas du BLEV froid. Regardons maintenant sur la diapositive suivante les causes potentielles de BLEV susceptibles de se produire sur un site industriel. Elles sont au nombre de 3. 2 sont liées à des agressions externes, un impact mécanique, donc une projection de missile qui va venir toucher ce bac et entamer sa paroi au point de générer donc une mise à l'atmosphère du produit contenu. La deuxième cause est une agression thermique. Donc soit on est sur une fuite de produit qui au niveau de la cuvette de rétention va chauffer le réservoir au point de monter la pression de vapeur saturante de notre produit contenu jusqu'à la rupture et la mise à l'atmosphère, comme on vient de l'expliquer. Soit on est en phase d'un feu de torche. Il s'agit là d'une rupture de canalisation qui va avoir un dard qui produira un effet de chalumeau en un point précis du réservoir et fragiliser la résistance mécanique de l'acier constituant ce réservoir. Une troisième cause potentielle est le surremplissage du réservoir
que l'on peut assimiler aussi à une explosion hydraulique. C'est-à-dire que ce surremplissage, si il est suivi d'une montée en température atmosphérique importante, eh bien, va entraîner l'occupation de la totalité du volume de ce réservoir de stockage par la phase liquide. Et la dilatation de la phase liquide produira donc un éclatement du réservoir avec, là encore, la mise à l'atmosphère et donc la vaporisation instantanée d'une partie de cette phase liquide. Diapositive suivante. Quels seront les effets du blève lorsqu'il se produira, notamment sur les stockages de gaz de pétrole liquéfié, butane, propane notamment. Dans ce cas-là, on aura associé donc à l'expansion brutale des vapeurs la production d'une boule de feu et donc un rayonnement thermique important. La mise à l'atmosphère provoque une détente brutale non seulement du gaz qui est au-dessus de la phase liquide, mais le changement d'état du liquide, donc un effet de pression, une onde de pression qui va avoir des conséquences sur l'environnement immédiat de notre réservoir. Et derrière ça, la projection de métal venant du réservoir lui-même et de ses accessoires. Ces distances peuvent être particulièrement importantes. Il est à noter que dans le phénomène de blève, on considère que l'énergie consommée par le changement d'état de la phase liquide en vapeur va être consommatrice, je dirais, d'énergie par rapport à une explosion classique de gaz de type gaz comprimé inflammable. Cela a pour conséquence d'avoir essentiellement des effets thermiques dominants, sauf, d'après certains auteurs, lorsque l'on a moins de 30% de phase liquide à l'intérieur du réservoir, où à ce moment-là, l'onde de pression deviendra majoritaire. Diapo suivante. Les effets thermiques. Ils sont liés, bien sûr, dans un premier temps au rayonnement thermique produit par la boule de feu, mais pas seulement, puisqu'on a une partie de la fraction liquide contenue qui risque, par la température de détente, de rester dans la cuvette de rétention sous le réservoir, provoquant un feu de nappe, qui va constituer donc un phénomène thermique retardé, mais plus persistant que la durée de la boule de feu. Le rayon et la durée de la boule de feu sont calculables avec des formules physiques assez simples que l'on va voir par la suite. On voit que le rayonnement de cette boule de feu va être dépendant, bien entendu, de la forme et de la taille de cette boule de feu elle-même. Donc pour ça, il faut accéder au rayon de la boule de feu. Ce rayon donc, est accessible par une formule que vous trouvez sur cette diapositive de 3,24 fois la masse de produit contenu à la puissance 0,325. Lorsque la masse est exprimée en kilos, le rayon de la boule de feu est exprimé en mètres. Le deuxième paramètre important, c'est la durée pendant laquelle cette boule de feu va se manifester. On voit que le temps, donc exprimé en secondes, est lui aussi dépendant de la masse à travers la formule 0,852 fois la masse de produit contenu à la puissance 0,26. Diapositive suivante. Toujours sur les effets thermiques, on voit qu'il y a lieu de distinguer donc, le phénomène de blève froid du phénomène de blève chaud. Lorsque l'on doit, au niveau d'une étude de danger, procéder au dimensionnement des effets thermiques du blève, on prendra le scénario de blève chaud. C'est ce qui est notamment promulgué dans l'arrêté du 9 novembre 1989, qui a par la suite été modifié, mais qui dit très clairement que les valeurs significatives à prendre en compte sont des valeurs de dose thermique. Ce phénomène est lié à la durée courte de la boule de feu. Lorsque l'on est en face d'un feu de nappe, on va parler de flux thermique. Lorsqu'on est en face d'un phénomène de durée faible, de quelques dizaines de secondes, on parle de dose thermique. Et dans les études de danger, on devra donc analyser les conditions de survenue et déterminer à quelle distance se trouveront respectivement les doses thermiques de 1800 kW par mètre carré à la puissance 4 tiers multiplié par la durée en secondes. La même chose pour 1000
kW par mètre carré puissance 4 tiers multiplié par le temps en secondes de la durée de la boule de feu, et 600 kW par mètre carré puissance 4 tiers multiplié par la durée de la boule de feu exprimée en secondes. Ces trois valeurs correspondent respectivement au seuil d'effets létaux significatifs, c'est-à-dire impactant potentiellement 5% de la population exposée. La deuxième valeur de 1000 correspond au seuil de létalité 1%, et la valeur de 600 au seuil des brûlures significatives, ce qui correspond aux brûlures du deuxième degré, c'est-à-dire les brûlures avec flicten, donc les cloques. On considère pour une étude de danger que le phénomène doit être analysé lorsque le réservoir contenant le gaz de pétrole liquéfié est compris entre 30 et 85% en phase liquide. Lorsque l'on intègre maintenant les phénomènes qui peuvent survenir sur les postes de chargement, la prise en compte des phénomènes est légèrement différente dans la mesure où on ne peut pas appliquer les formules que l'on vient de voir à des réservoirs qui ne sont pas équipés de soupapes de sécurité. Parce que, bien entendu, l'absence de soupapes de sécurité ne permet pas la purge partielle et, je dirais, l'information sécuritaire qu'on est en face d'un phénomène de surchauffe important à l'intérieur de notre réservoir qui entraîne donc une montée en pression déclenchant la soupape de sécurité, car cette pression devient égale ou supérieure à la pression de tarage de la soupape. Lorsque l'on est dans un réservoir complètement étanche, il est clair que des analyses doivent être menées au cas par cas, de façon à ce que l'on puisse intégrer l'explosion survenant à une pression bien supérieure à la pression de tarage des soupapes. Diapositive suivante, quand on regarde les valeurs à intégrer sur les conditions de stockage de butane et de propane, on voit que les pressions d'éclatement sont respectivement de 17 bars absolus pour le propane et 7,5 bars absolus pour le butane. On peut à ce moment-là intégrer les explosions sur réservoirs munis de soupapes. Les conditions de stockage dans les réservoirs munis de soupapes permet donc d'appliquer les formules de distance d'effet correspondant donc à la fois au seuil des effets dominos et au seuil de létalité de 5%, les distances correspondant à la létalité 1% et les distances correspondant aux brûlures significatives. Ces distances ont été produites pour les GPL en général, mais sur des produits spécifiques. Une circulaire datant du 23 juillet 2007 est venue préciser les formules à appliquer pour la liste de produits indiqués sur la diapositive. Diapositive suivante, pour vous confirmer la bonne compréhension de ces calculs, on vous a proposé une application numérique de façon à regarder ce qu'il en est concernant un stockage de 1000 mètres cubes de liquéfié sous pression et à vous de vérifier que vous retombez sur les résultats que nous vous proposons en ce qui concerne le diamètre de la boule de feu. Classiquement, les erreurs commises dans les applications numériques sont liées au fait de ne pas intégrer la masse mais de prendre le volume, ce qui est une erreur classique. Pensez que la plupart des hydrocarbures liquéfiés sous pression ont des masses volumiques de phase liquide comprises entre 0,5 et 0,6 pour la densité, donc masse volumique respectivement de 500 à 600 kg par mètre cube de phase liquide. Pensez aussi à intégrer le pourcentage de cette phase liquide à l'intérieur du volume global du réservoir. Alors, en l'occurrence, on a pris 70%, et en principe, donc, on se limite maximum à 85% de contenu de phase liquide pour éviter le risque d'explosion hydraulique. L'exemple pris étant le propane, cette masse de propane donc de 413 000 kg, pensez là encore à la conversion kilo pour la formule et non pas rester en tonnes, vous permet de trouver donc un rayon de boule de feu de 216 mètres, une durée de boule de feu de 25 secondes et une distance pour les effets seuil 1000 kW par mètre carré puissance 4 tiers multiplié par la durée
en seconde de la boule de feu égale à 583 mètres en appliquant la formule, donc D égale 1,92 fois la masse à la puissance 0,442, ce qui donne donc la valeur d'apparition d'un risque pour 1% de la population jusqu'à 583 mètres de distance du réservoir. Quelques exemples maintenant vous sont donnés sur des réservoirs servant au transport de matières dangereuses classiquement rencontrés, des wagons-citernes de 119 mètres cubes et 90 mètres cubes, et des camions-citernes allant de 6 tonnes jusqu'à 20 tonnes, en considérant que ces véhicules sont équipés de soupapes tarées, alors pour les camions à 25 bars et pour les wagons à 27 bars. Ça donne une idée comme ça des distances auxquelles on va retrouver les 3 flux réglementaires de 600, 1000 et 1800 kW par mètre carré à la puissance 4 tiers multipliée par la durée de la boule de feu. La même chose pour le butane apparaît sur la diapositive suivante. Nous vous proposons aussi un exemple de logiciel de calcul pour aborder de façon plus simplifiée les résultats dont on vient de parler. La diapositive suivante est un résumé des effets de surpression, puisqu'on a parlé jusqu'à maintenant de flux thermique. Il ne faut pas oublier donc que cette détente brutale va provoquer la mise en pression de l'environnement immédiat de nos réservoirs. Diapositive suivante. Les effets missiles sont extrêmement difficiles à quantifier. Toutefois, on considère que 80% des éclats des réservoirs qui vont être détruits vont être retrouvés dans un espace de l'ordre de 400 mètres. Mais il en reste 20%, et certains, sur le retour d'expérience d'accidents récents, démontrent qu'ils sont capables d'être projetés jusqu'à plus d'1 kilomètre de distance. Sur les blèves du centre emplisseur de Mexico, on a eu un réservoir d'1 tonne 200 qui a été projeté jusqu'à 1 km 200. Par la suite, sur les diapositives suivantes, on vous montre ce qu'il peut en être des réservoirs lorsqu'ils sont complètement vides de phase liquide, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ne contiennent plus du gaz. Ils contiennent encore de la phase gazeuse, mais à une pression d'1 bar, donc non capable, je dirais, de revenir à la pression, de sortir du réservoir compte tenu qu'on retrouve 1 bar à la pression atmosphérique en vis-à-vis. Vous savez par la suite une série de diapositives qui vous présentent les distances d'effet de pression associées à l'éclatement des réservoirs qui seraient vides mais non dégazés, avec là encore la prise en considération de l'éclatement à la valeur de tarage des soupapes, donc respectivement 27 bars pour les wagons et 25 bars pour les camions. Dernière diapositive, la première vous montre les différentes phases de survenue, je dirais, d'un blève et comment dans les plans d'urgence on devrait visualiser très facilement les zones d'impact potentiel à partir des calculs du dimensionnement à la fois du flux thermique et de l'onde de pression. Voilà ce qu'il en est pour le dimensionnement du phénomène particulier appelé blève. Merci de votre attention.